Bienvenue dans Gamberge, le podcast du mental et du sport. Alors on va aborder la deuxième partie. Dans cet épisode, on parle plus de gestion mentale dans la compétition. Tu parlais juste avant du méditatif et je me demandais si tu utilisais des techniques de préparation mentale spécifiques. Ouais, alors moi je sais que sur chaque compétition, j'ai à peu près 2 heures de préparation où effectivement il va y avoir beaucoup de visualisation, donc où je me visualise la performance en temps réel. Donc je marche même sur le bord du bassin et je me regarde dans le bassin nager et je fais comme ça, je fais des allers-retours le long du bassin en essayant de me visualiser vraiment mon corps nager à côté avec les sensations en temps réel, du début jusqu'à la fin, la sortie, le protocole, etc. Donc je me visualise effectivement la performance plusieurs fois. Et après, effectivement, il y a au moins 1 heure d'exercice de ventilation, de préparation à l'apnée, qui sont assez méditatifs, oui, parce qu'on est très concentré sur sa ventilation, très concentré sur la performance qui va suivre. Donc, et à la fin, avant de partir, on est quasiment, on est assez coupé du monde, quoi. On est dans un état assez hypnotique en fait, hein. Et c'est ça d'ailleurs qui permet d'aller loin dans l'envie de respirer et qui permet d'aller loin dans une performance. Parce que, en tout cas pour moi, sans ça, j'y arriverai pas, c'est sûr et certain. Donc j'ai besoin de cette mise en condition, on va dire, voilà, avant de partir. Alors tu as dit que sur 4 minutes d'immersion, il y avait 1 minute de planage total, 1 minute de transition et 2 minutes de combat. J'aimerais que tu me décrives un petit peu cette évolution et ce qui se passe au fur et à mesure d'une plongée dans ton corps et dans ton état d'esprit. Grosso modo, une performance, c'est très simple. Effectivement, ça se découpe comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une première phase où on n'a pas envie de respirer et où tout va bien. Donc là, ça dure effectivement plus ou moins longtemps selon les athlètes. Chez moi, malheureusement, ça dure pas assez longtemps. Donc toi, ça arrive quand cette envie de respirer? En général, quand je fais des grosses performances avec ma monopalme, comme le 300 mètres, là, j'ai envie de respirer avant 75 mètres, quoi. C'est-à-dire, en général, aux alentours des 75 mètres, quoi. On va dire, quand je suis au mieux, 75 mètres, virage, et puis ça arrive. Et comment tu combats cette envie finalement après? Alors après, bah, cette envie. Alors là, donc effectivement, la zone de confort s'arrête. Donc la phase de planage, comme tu l'as dit, effectivement, s'arrête ici et ça laisse la place à un brusque retour à la réalité où on se rend compte qu'en fait, on va avoir envie de respirer. Donc ça commence à arriver petit à petit. Il y a cette zone de transition qui est assez rapide, hein, c'est-à-dire que là, l'envie de respirer, elle apparaît à peine. Ça se gère sur environ 50 mètres, on va dire. Et après, on rentre vraiment dans le dur, quoi. C'est-à-dire que si on s'écoute, on sort. Et ça t'arrive de t'écouter? Oui, alors ça m'est arrivé de craquer. Ça m'est arrivé de craquer, notamment en 2014, en championnat d'Europe à Tenerife, où j'étais pas bien mentalement, des problèmes au perso. Donc ça s'est traduit directement par une contre-performance. Et c'est là clairement un craquage mental. Bah, c'est à ce moment-là, c'est-à-dire quand on commence vraiment à rentrer dans le dur. Pour moi, ça correspond à peu près au virage des 150 mètres. C'est là que je craque, quoi. Si je craque, c'est à ce moment-là. Si je dépasse ce virage-là et que je continue, c'est qu'en général, je vais aller au bout je vais aller très très loin, quoi. C'est que je vais aller au bout de la perf. Et donc, à partir de ce moment-là, on rentre dans cette phase de travail où là, c'est en fait une capacité c'est du combat en fait, hein, c'est à se battre, à se dépasser, à se battre, à continuer face à la difficulté coûte que coûte. Et là, tu recherches encore plus le relâchement dans cette phase-là? Ouais, il faut absolument essayer de rester relâché, de pas se crisper, de pas paniquer. Donc il faut absolument rester concentré, garder le même rythme de nage. C'est le seul moyen d'aller très très loin en apnée. Après, il y a aussi des mécanismes mentaux. En fait, à ce moment-là, tout simplement, il faut ne plus écouter ce que nous dit notre cerveau. C'est-à-dire notre cerveau nous hurle de remonter à la surface. Il faut absolument déconnecter ça et continuer, Mais continuer. ton cerveau a forcément tort à ce moment-là? Bah, ouais, effectivement, parce que vu que je peux continuer, c'est qu'il a Ouais. tort. Non, mais c'est-à-dire que la machine est bien faite. L'envie de respirer arrive bien avant le besoin de respirer. Et ça, c'est parce que la machine est bien faite. Mais nous, justement, on essaye de feinter cette envie de respirer pour se rapprocher le plus possible du besoin réel de respirer. Lui nous dit, il faut absolument sortir, vite, machin, etc. Et nous, non, non, on fait abstraction de ça et on continue. Et ça, ce dépassement-là,
cet exercice-là, il est très particulier parce que c'est vraiment dépasser un réflexe de survie très primaire, très ancré en nous. Et donc, demander de dépasser ça, c'est très particulier et tout le monde n'est pas apte à le faire, je pense. Je dis pas que chacun ses qualités, chacun son truc. Hein, je veux dire, je suis pas là en train de. Mais je veux dire qu'en tout cas, ça demande effectivement un travail très particulier et qui s'apprend. Alors au début, c'est difficile, hein, et puis petit à petit, au fur et à mesure des entraînements, on va de plus en plus loin, on apprend à gérer cette sensation. Mais ça demande effectivement des capacités mentales qui viennent avec l'entraînement et possiblement aussi des capacités qui sont liées à l'éducation, le parcours de vie, les épreuves qu'on a pu rencontrer dans la vie, la force mentale et la combativité en fait. Il y a de l'inné et il y a de l'acquis, voilà. C'est-à-dire on est né effectivement avec une personnalité plus ou moins combative, sûrement, mais c'est aussi beaucoup lié à notre enfance, notre éducation, notre parcours de vie, les difficultés qu'on a pu rencontrer. Après, dans les apnéistes de très haut niveau, c'est vrai qu'on regarde, en tout cas en piscine, hein, ceux qui vont vraiment loin dans l'envie d'aspirer, c'est des gens qui ont un parcours, c'est des personnalités un peu atypiques. C'est voilà, des gens avec une forte capacité de résilience, une forte capacité de dépassement, de combat, quoi. Quelqu'un qui aime pas sortir de sa zone de confort, qui aime pas prendre de risques, etc. C'est pas quelqu'un qui finira en championnat international d'apnée, c'est sûr. J'ai rien contre ces gens-là et je respecte absolument tous les parcours de vie et toutes les personnalités qu'il peut y avoir. C'est un constat, quoi. Par rapport à ce sport, ça demande effectivement certaines capacités qui peuvent être liées en tout cas à voilà, ces parcours de vie, quoi. J'étais intéressée aussi de savoir ce que tu pensais parce que j'ai lu qu'en eau glacée, tu expliquais que la vasoconstriction était tellement forte que tes muscles étaient paralysés et que l'envie de respirer arrivait encore plus vite. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a une certaine souffrance qui s'installe et aussi comment tu gères la souffrance puisque ça fait partie aussi des choses finalement qui fait qu'à très haut niveau dans n'importe quel sport, il y a cette capacité quand même à accepter une certaine dose de souffrance. Oui, bah ça c'est une question, c'est un truc qu'on me pose d'ailleurs pour rebondir là-dessus, c'est une question qu'on me pose souvent, c'est-à-dire mais quel plaisir tu prends là-dedans, machin, etc. Mais en fait c'est comme ça dans tous les sports. Quel plaisir prend un marathonien sous 45 degrés à courir pendant 4 heures et à perdre 3 kilos, quoi. C'est effectivement, quel plaisir prend un alpiniste à arriver en haut du K2 ou de l'Everest, à plus pouvoir respirer avec des doigts gelés qui sont obligés de se les couper, que dans le sport de haut niveau. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de plaisir. Le Moi, je plaisir, m'intéressais à la souffrance. non, non, bien sûr, ouais, mais le plaisir, la satisfaction, justement, il est dans l'effort. Il est dans l'effort et dans l'acceptation de cette difficulté, de ce combat et entre guillemets souffrance. Mais c'est dans l'acceptation de ça, dans le dépassement de ça. C'est là qu'est le plaisir. Et effectivement, oui, c'est vrai qu'en apnée, il y a cette forme de difficulté qui existe très très présente. Effectivement, elle n'est pas liée que à l'envie de respirer, elle est liée aussi à de la difficulté au niveau musculaire. Et c'est vrai que quand on fait des grosses performances en apnée, on peut avoir les jambes coupées assez vite. Et c'est vrai qu'en eau froide, encore plus, parce que l'eau froide accentue le phénomène de vasoconstriction qui est déjà présent en apnée. Il est multiplié par l'eau froide. Et c'est vrai que sous la glace, du coup, en effet, très vite, j'ai eu les jambes très lourde, plus du tout de force dans les jambes. Et ça a été très difficile d'aller jusqu'au bout. Il a fallu que j'adapte ma nage avec un mouvement beaucoup plus qui partait beaucoup plus du haut du corps, parce qu'effectivement mes jambes ne répondaient plus. Et donc c'était difficile, ça devenait difficile de nager. Ouais. Mais l'eau froide, c'est encore un autre, c'est un autre monde encore. C'est fascinant aussi à pas mal de niveaux. Et du coup, l'apnée en eau froide, moi je trouve ça assez intéressant comme défi. Et je voulais savoir aussi si tu avais de temps en temps, pendant la plongée, des pensées négatives, pas forcément celles de dire bon, il faut que j'arrête, mais des doutes, le fait d'avoir peur d'aller trop loin, par exemple. Non, pas vraiment. Enfin, en tout cas, pendant les performances, non. Ça m'est jamais arrivé. Après, ça m'arrive parfois de pas être serein, de pas être. Mais ça m'arrive surtout en profondeur. Ça m'arrive moins en piscine. Parce qu'en profondeur, il y a toute la dimension prise de risque qu'il n'y a pas en piscine et qui est un autre facteur à gérer, quoi. L'été, notamment, quand je m'entraîne beaucoup plus en apnée profonde, il y a des jours où je me dis non, mais là, bon, là je suis pas serein, je suis pas rassuré, j'ai pas envie d'aller profond, en fait. Et ben, en fait, quand ça m'arrive, ce jour-là, je plonge pas, en fait, tout simplement.
Ouais, mais c'est intéressant parce que finalement, dans plein de sports, le sportif a du mal à rester dans l'instant présent. C'est quand même ce qu'il y a de plus difficile mentalement. Et toi, tu es, par la force des choses, obligé de l'être totalement dans l'instant présent. Tu peux pas te laisser envahir par des pensées de, je sais pas, même d'autres choses plus personnelles, des choses qui t'arrivent si voilà, tu t'énerves contre quelqu'un juste avant. Enfin, tout ça, tu dois tout évacuer pour arriver à être le mieux possible dans la tête. Ouais, ouais, effectivement, ouais, c'est un sport qui demande à être serein au moment où on plonge, mais ça s'apprend, hein. Mmh. C'est vraiment un truc qui s'apprend, quoi. C'est-à-dire qu'avant de partir, on se concentre, on respire, on se concentre sur sa ventilation, on fait des longues expirations bien relaxantes, on visualise ce qu'on va faire. Et en fait, au moment où on part, il y a, en général, les doutes s'effacent quand même. Encore une fois, c'est les questions qu'on ne se pose pas en piscine. Enfin, en tout cas, moi, je me les pose pas en piscine. Mais tu es concentré sur le processus, du coup, tous les signaux que tu essayes d'écouter, de Exactement. te permettre peut-être de pas te laisser envahir par les pensées, de Ouais, et puis de toute terminer cette façon, liste. par la force des choses, on est obligé, c'est-à-dire d'être concentré sur le relâchement, mais ça se fait automatiquement en fait. C'est ça que je veux dire. Le fait d'être dans un milieu en fait qui n'est pas le nôtre, c'est-à-dire d'être sous l'eau en bloquant sa ventilation, ça force le cerveau à se concentrer uniquement là-dessus en fait. On n'est plus dans le monde extérieur des soucis, des appréhensions, des questionnements, etc. Quand on part et qu'on est sous l'eau, à partir du moment où on part, on est totalement immergé, qu'on a bloqué sa ventilation. En fait, il y a vraiment un réflexe. On est passé en mode sous-marin et en fait, les doutes s'effacent à ce moment-là. On est concentré sur ce qu'on fait à 100% et il y a plus d'espace pour le doute en fait. Après, il peut y avoir des incidents, mais par exemple, je sais pas, au fond, par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir ma longe qui se bloque. Et je me souviens que moi, ma longe, il y a une balle de tennis. Hein, et au moment de remonter, mon bras était, j'étais retiré vers le fond, quoi. Donc là, effectivement, l'espace d'un instant, ouais, grosse décharge d'adrénaline, gros coup de stress. Et puis, très vite, j'ai décroché ma longe et je suis remonté sans problème. Mais à part événements comme ça extérieurs, on va dire, on est normalement dans une bulle en fait, et on est concentré pour que tout se passe bien. Et il y a pas de, en général, il y a pas de pensée parasite, il y a pas de doute quoi. Si on n'est pas bien, en général, on plonge pas ce jour-là. Et s'il y a un doute pendant qu'on descend, que d'un coup on a le doute de quelque chose, qu'on n'est pas bien, machin, etc. On fait demi-tour en fait. Ouais, donc là aussi, c'est une approche raisonnable où si tu sens que finalement tu te sens pas capable ce jour-là pour X raison, tu cherches pas à aller plus loin. Ouais, ouais, c'est ça. En général, d'ailleurs, les apnéistes en apnée profonde sont beaucoup plus raisonnables que les apnéistes piscine par rapport à leur performance, parce qu'effectivement, il y a cette dimension risque. Alors qu'en piscine, on n'a pas de pression, on s'en fout, on va au max. Encore une fois, même si je suis pas partisan de cette philosophie, il y en a beaucoup qui disent, vas-y, je vais au max, de toute façon, machin. Il n'y a aucun risque. C'est vrai qu'il n'y a pas de risque, on n'a pas une grosse masse d'eau au-dessus de la tête. En apnée profonde, on ne peut pas se permettre de faire ça. C'est-à-dire que c'est des performances qui sont très maîtrisées. Alors ça, c'est vraiment c'est vraiment la différence fondamentale entre l'apnée en piscine et l'apnée profonde. C'est que l'apnée piscine, en fait, on est beaucoup plus sur un travail par rapport à l'envie de respirer. Et en mer, on est beaucoup plus sur un travail, en tout cas au niveau mental, je veux dire. Hein. En mer, c'est beaucoup plus accepter la prise de risque. Parce qu'en réalité, en piscine, il n'y a pas vraiment de prise de risque. Et en réalité, en mer, on n'a pas tant envie de respirer que ça. Ou alors, ça dure beaucoup moins longtemps. Les vrais guerriers de la prise de risque, c'est les apnéistes en mer. Les vrais guerriers de l'envie de respirer, c'est les apnéistes piscine. Les deux sont super. Moi, je suis absolument pas là pour dénigrer l'un ou l'autre. Je pratique les deux, j'adore les deux. En piscine, il va y avoir beaucoup de plaisir lié à la glisse, lié à la nage, lié à l'effort sportif aussi, parce qu'on nage pendant 1h30, 2 heures, on fait des grandes séances, donc il y a un réel travail sportif, il y a un réel entraînement. En mer, quand on va s'entraîner, on fait 6-8 apnées, et encore si on plonge profond, on en fait une ou deux, pas plus. Il va y avoir le plaisir de la chute libre, le plaisir du contact avec l'élément marin, le bleu, le silence, ou les bruits même d'ailleurs qu'il peut y avoir sous la mer. Moi, je l'ai dit, la chute libre, bon, la pression même qui peut être agréable aussi, hein, c'est quelque chose de très agréable. Pour finir, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur cette thématique du mental dans ton sport? Que c'est cet exercice mental de dépassement de soi dans l'apnée de haut niveau. Il ressemble pour moi beaucoup aux expériences que peuvent vivre
je dirais, d'autres sportifs de haut niveau dans chacun de leurs sports, et même pas que dans des sports d'ailleurs. Je parle du fait de sortir de sa zone de confort de manière générale, donc, c'est-à-dire cette gymnastique mentale de sortir de sa zone de confort, et ça peut être pratiqué par tout un chacun dans toutes les disciplines, à tous les niveaux en fait. Et cette capacité à lâcher prise et à sortir de sa zone de confort, à s'adapter à un stress nouveau, je pense que c'est quelque chose d'indispensable et quelque chose de très vertueux en réalité. À bientôt pour un prochain épisode de Gamberge, le podcast du mental et du sport.